Bonjour et bienvenue à la présentation des résultats annuels d'Euro Disney pour l'exercice 2011. Je suis Olivier Lambert, responsable des relations investisseurs. Avec nous aujourd'hui, Philippe Gass, président d'Euro Disney SAS, et Greg Richard, directeur général adjoint finance, qui commenteront les résultats de l'exercice 2011. Cette présentation sera suivie d'une session de questions-réponses. Je vais maintenant passer la parole à Philippe Gass. Philippe. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, ce que je voulais faire, c'est revenir sur, dans cette première partie de la conférence téléphonique, sur les grandes étapes clés et les clés de lecture de l'exercice que nous venons de terminer. Je voudrais tout d'abord insister sur les points forts de cette année, malgré l'environnement économique encore très fragile. En effet, nous affichons une hausse de fréquentation de 600 000 visites et un chiffre d'affaires touristique en hausse de 5%. Ceci dit, et ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, nous faisons face encore cette année à une situation économique en Europe qui est un défi pour toutes les entreprises. Les inquiétudes autour de la dette souveraine européenne, la stabilité de la zone euro et les différentes mesures d'austérité à travers l'Europe ont un impact sur la confiance des consommateurs dans nos marchés clés. La tendance n'a cependant pas été la même pendant toute l'année. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, le consommateur a globalement répondu présent, en ligne avec les tendances de la fin de l'exercice 2010. La croissance de nos marchés clés, comme la France et le Royaume-Uni, nous a permis d'introduire des offres pour aller chercher la demande dans les différents pays, comme les early bookings en début d'année pour réapprendre progressivement aux consommateurs à réserver le plus tôt possible. De façon générale, nous avons pu ainsi baisser nos niveaux de promotion sur cette année. À partir de juin, par contre, la tendance est tout autre. D'une part, le décrochage économique en Europe lié à la crise de la dette affecte profondément la confiance des consommateurs. D'autre part, la météo de l'été a été, vous le savez, particulièrement médiocre. Pour nous, cela s'est d'abord traduit par un attentisme au niveau des réservations, et ce à partir du printemps, face auquel nous avons donc dû réintroduire certaines promotions. C'est cette logique d'agilité permanente et d'offres ciblées que nous mettons en œuvre depuis le début de la crise. Mais cet attentisme ne s'est pas transformé en réservation de dernière minute comme on a pu le voir dans le passé. De plus, les marchés de proximité comme la France et la Belgique, qui ces dernières années ont permis de compenser les difficultés de nos marchés plus lointains, ont été largement impactés par la météo de juillet et d'août. Avec ces deux facteurs combinés, on arrive en fait au quatrième trimestre à une hausse du chiffre d'affaires touristique de 2% seulement, comparé aux 6% des 9 premiers mois. Alors au final, sur l'exercice, nous arrivons à un chiffre d'affaires touristique en hausse de 5%. Tous nos indicateurs opérationnels sont bons. La fréquentation, comme on l'a vu, mais aussi le panier moyen, qui augmente légèrement, les taux d'occupation et les dépenses dans les hôtels également. Nous avons pu maintenir notre stratégie générale d'équilibre entre volume de fréquentation et contribution par visiteur. Nous avons donc réalisé cette année une activité en nette progression par rapport à l'année dernière, même si la conjoncture ne nous permet pas d'atteindre une amélioration du résultat. Nous avons effectivement fait le choix d'investir cette année davantage pour proposer de nouvelles expériences à nos visiteurs, comme le pavillon des princesses, où les enfants peuvent rencontrer et passer un moment privilégié avec les princesses Disney. Nous avons également augmenté nos investissements dans la qualité des parcs et des hôtels, notamment la rénovation des chambres et des circulations du Sequoia Lodge et la préparation de notre 20e anniversaire. Même s'ils ont pesé sur nos coûts, je considère ces investissements comme essentiels à long terme, et ceci quelle que soit la situation exceptionnelle que nous avons connue au cours du quatrième trimestre. Autre clé de lecture du résultat net et notre EBITDA, c'est la vente exceptionnelle l'an dernier d'une propriété foncière à Val d'Europe. Cette vente a permis en 2010 d'améliorer nos revenus immobiliers et l'EBITDA, ce qui donne par conséquent une comparaison défavorable cette année qu'il faudra relativiser. Je vais maintenant laisser la parole à Greg, qui va revenir avec vous sur l'explication détaillée de nos chiffres. Greg. Merci Philippe. Mesdames et messieurs, bonjour. Philippe took you through the context. Philippe vous a présenté le contexte dans lequel s'est déroulée l'année fiscale 2011. Ces différents éléments sont essentiels pour comprendre l'évolution de notre chiffre d'affaires
par rapport à l'année 2010, ainsi que l'impact des investissements que nous avons réalisés pour la qualité de l'expérience de nos visiteurs sur le résultat net du groupe. Je voudrais tout d'abord insister sur un certain nombre de facteurs qui affectent la comparabilité entre cet exercice et l'exercice précédent. Le plus important est la vente exceptionnelle d'un actif immobilier au cours du 3e trimestre de l'année dernière. Cette vente nous avait permis d'améliorer le chiffre d'affaires de nos activités de développement immobilier de 47 millions d'euros et notre EBITDA de 23 millions d'euros en 2010. Dans une moindre mesure, nous avons aussi bénéficié d'un remboursement d'impôts et du règlement favorable d'un contentieux au cours de l'exercice précédent. Tous ces éléments combinés avaient amélioré notre EBITDA d'environ 31 millions d'euros en 2010. Avant de présenter nos résultats en détail, je voudrais revenir sur certains chiffres clés de cette année. Nous avons accueilli 15,6 millions de visiteurs dans nos parcs à thème et fini l'année avec un taux d'occupation de nos hôtels de 87%. La dépense moyenne par visiteur s'est améliorée de 2% dans les parcs et de 5% dans les hôtels. Ces indicateurs clés ont globalement conduit un chiffre d'affaires des activités touristiques en hausse de 5% pour s'établir à 1,28 milliard d'euros. En ajoutant nos revenus immobiliers qui ont diminué de 37 millions d'euros, en raison de la vente exceptionnelle d'un actif immobilier au cours de l'exercice précédent que je viens de mentionner, le chiffre d'affaires du groupe s'améliore de 2% pour atteindre 1,3 milliard d'euros. Les charges d'exploitation augmentent de 45 millions d'euros pour atteindre 1,29 milliard d'euros en raison de la hausse des charges de personnel, des coûts liés à l'amélioration de l'expérience proposée à nos visiteurs et à la hausse du volume des activités touristiques. Ceci a été partiellement compensé par une baisse des coûts liés à notre activité immobilière. Notre EBITDA est de 184 millions d'euros, en recul de 8% par rapport à l'année dernière. Et notre résultat opérationnel s'établit à 11 millions contre 34 millions d'euros en 2010. La perte nette du groupe augmente pour s'établir à 64 millions d'euros contre une perte nette de 45 millions l'année dernière. Enfin, après avoir remboursé 123 millions d'euros de la dette, nous avons fini l'exercice avec une trésorerie solide, 366 millions d'euros. Regardons maintenant en détail la performance réalisée sur l'année. Pour rappel, l'activité du groupe se divise en deux segments distincts. Le premier, le plus significatif, correspond aux activités touristiques, qui regroupent principalement les activités des parcs à thème, des hôtels et du Disney Village. Le second segment correspond au développement immobilier, à travers lequel le groupe assure, en collaboration avec les pouvoirs publics, le développement du site d'environ 2200 hectares aux alentours de Disneyland Paris. Comme je l'ai dit, en 2011, le chiffre d'affaires consolidé du groupe augmente de 2% pour s'établir à 1,3 milliard d'euros contre 1,28 milliard l'année dernière. Le chiffre d'affaires des activités touristiques représente quant à lui 1,28 milliard d'euros cette année, en amélioration de 60 millions d'euros par rapport à l'an passé. Le chiffre d'affaires des parcs à thème augmente de 39 millions pour s'établir à 724 millions d'euros, reflétant une augmentation de 4% de la fréquentation, qui s'établit à 15,6 millions de visiteurs, et une hausse de 2% de la dépense moyenne par visiteur. Si nous regardons l'évolution de la performance au cours de l'année, nous observons différentes tendances, notamment à partir de la fin du mois de juin, comme Philippe l'a indiqué. Sur les 9 premiers mois de l'exercice, la fréquentation est en hausse sur la plupart de nos marchés clés, notamment les marchés français, britanniques et belges. Cette hausse de nos marchés est considérable si l'on considère les fortes perturbations dans les transports pendant les vacances de fin d'année. Cependant, à la fin du mois de juin, nous avons constaté un ralentissement de la demande de nos marchés plus lointains au moment où le contexte économique se dégradait en Europe. Cette tendance a été amplifiée par notre décision de réduire notre niveau de discount sur les ventes de séjour, confortées par les tendances observées plus tôt dans l'année. Alors que le nombre de visiteurs français a continué de progresser au 4e trimestre par rapport à l'année dernière, ainsi que le nombre de visiteurs espagnols, mais dans une moindre mesure, la fréquentation des autres marchés, elle, a diminué, plus particulièrement en provenance de Belgique et d'Italie, même si tous nos marchés clés, à l'exception des Pays-Bas, sont en progression sur l'année. Le chiffre d'affaires des hôtels et du Disney Village augmente de 33 millions pour atteindre 513 millions d'euros, soit une augmentation de 5% des dépenses moyennes par chambre et de 1,7 points du taux d'occupation des hôtels, qui s'établit à 87%.
En ce qui concerne nos différents marchés, l'évolution du nombre de nuitées est similaire à celle de la fréquentation dans nos parcs à thème. Par ailleurs, nous avons constaté une amélioration de notre activité de tourisme d'affaires en hausse de 11 000 nuitées par rapport à l'année dernière. La dépense par chambre est en hausse de 10 € pour atteindre 220 € par chambre, étant donné l'augmentation du prix des chambres qui a permis de compenser un plus grand nombre de nuitées vendues avec une promotion que l'année dernière. Les autres revenus comprennent les redevances de nos partenaires, les services de transport et les autres services de voyageurs proposés aux visiteurs. Ces revenus diminuent de 12 millions d'euros pour s'établir à 38 millions, notamment en raison d'une baisse des redevances de nos partenaires et de l'impact des indemnités reçues suite au règlement d'un contentieux au cours de l'exercice précédent. Alors que certains partenariats ont pris fin cette année, nous continuons à en développer de nouveaux avec des partenaires dont la marque ou les produits correspondent aux nôtres. Ainsi, nous avons récemment annoncé un nouveau partenariat avec General Motors France qui commercialisera bientôt un véhicule électrique remarquable, l'Opel Ampera. Nous sommes fiers de promouvoir ce véhicule à Disneyland Paris car il montre notre volonté commune de réduire la consommation d'énergie fossile et les émissions de gaz à effet de serre. Le chiffre d'affaires généré par les activités de développement immobilier diminue de 37 millions par rapport à l'année dernière. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, nous avons enregistré un produit de 47 millions d'euros l'année dernière suite à la vente exceptionnelle d'un actif immobilier sur lequel est situé le centre commercial du Val d'Europe et qui faisait l'objet d'un bail à construction. Cependant, cet impact est en partie compensé par un plus grand nombre de transactions immobilières conclues au cours de cet exercice par rapport au précédent. En ce qui concerne le chiffre d'affaires des activités de développement immobilier, il est nécessaire de garder à l'esprit que nous assurons, en collaboration avec les pouvoirs publics, le développement du site aux alentours de Disneyland Paris et le nombre de transactions réalisées peut donc varier d'une année à l'autre. Regardons maintenant les charges d'exploitation qui augmentent de 4% pour atteindre 1,29 milliard d'euros contre 1,24 milliard l'an dernier. Les charges d'exploitation incluent les charges directes qui comprennent les redevances de licence et la rémunération du gérant due à The Walt Disney Company, ainsi que les dépenses marketing et de vente, ainsi que les frais généraux et administratifs. Comme je l'ai mentionné, l'année dernière, nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives que nous avons maintenues et optimisées pour permettre une meilleure gestion de nos dépenses et pour protéger le niveau de notre trésorerie au cours des dernières années. Nous poursuivons plusieurs de ces initiatives aujourd'hui pour pouvoir contenir l'évolution des coûts tout en continuant parallèlement à investir davantage dans la qualité de l'expérience proposée à nos visiteurs. Commençons par les charges d'exploitation directes qui augmentent de 4% pour s'établir à 1,05 milliard d'euros. L'évolution de nos charges d'exploitation directe reflète principalement la hausse des salaires et les dépenses associées à la hausse de l'activité touristique. Pendant cette année, nous avons aussi encouru des cours supplémentaires visant à améliorer la qualité de l'expérience proposée à nos visiteurs. Ces derniers correspondent, comme vous l'a dit Philippe, à un ensemble d'initiatives visant à accroître le taux de satisfaction de nos visiteurs sur le long terme. Nous savons que la satisfaction des visiteurs est un élément clé pour qu'ils reviennent et recommandent la destination. Ceci est primordial pour assurer une croissance durable sur le long terme. Ces initiatives comprennent les nouveaux contenus, par exemple les 3 nouvelles attractions de Toy Story Playland que nous avons inaugurées en août 2010 ou la réintroduction du spectacle Tarzan pendant la dernière saison d'été. Nous avons aussi allongé les heures d'ouverture des parcs et engagé davantage de dépenses pour améliorer la qualité visuelle de nos actifs dans nos parcs à thème et dans nos hôtels, ce qui nous permet de proposer une expérience toujours plus immersive à nos visiteurs. Bien que ces dépenses supplémentaires aient augmenté nos charges d'exploitation, elles sont nécessaires pour nous aider à maintenir une croissance à long terme et sont d'autant plus importantes que nous préparons notre 20e anniversaire l'année prochaine. Enfin, je voudrais vous rappeler que les charges d'exploitation directes l'année dernière ont également bénéficié du remboursement exceptionnel de 6 millions d'euros de taxes payées les années précédentes, ce qui affecte de façon défavorable la comparaison avec les chiffres de cette année. Les dépenses de marketing et de vente restent stables, soit 10% du chiffre d'affaires des activités touristiques. En termes absolus, elles augmentent de 3% par rapport à l'exercice précédent. Les frais généraux et administratifs restent stables à 103 millions d'euros.
L'augmentation du chiffre d'affaires, compensée par la hausse des charges d'exploitation, donne un EBITDA de 184 millions d'euros, en recul de 8% par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution de l'EBITDA conduit à une baisse du résultat d'exploitation qui atteint 11 millions d'euros comparé aux 34 millions enregistrés l'an dernier. Nos charges financières nettes diminuent de 3 millions pour atteindre 76 millions d'euros. Les produits financiers générés par la trésorerie augmentent de 2 millions d'euros en raison de la hausse des taux d'intérêt. Les charges financières diminuent, reflétant la réduction de la dette moyenne qui est liée au remboursement de nos emprunts. La perte nette part du groupe s'élève à 56 millions d'euros contre une perte nette de 40 millions l'année précédente. La perte nette de l'ensemble consolidé augmente pour atteindre 64 millions d'euros contre une perte nette de 45 millions d'euros au titre de l'exercice précédent. Parlons maintenant des flux de trésorerie. À la fin de l'exercice, le groupe dispose d'un niveau de trésorerie significatif. La trésorerie, les équivalents de trésorerie s'élèvent à 366 millions d'euros. Et le groupe dispose également d'une ligne de crédit de 100 millions d'euros octroyés par The Walt Disney Company. Au cours de l'exercice, le groupe a généré 89 millions d'euros de free cash flow. Les flux de trésorerie liés à l'exploitation diminuent de 68 millions pour atteindre 169 millions d'euros. Cette baisse s'explique principalement par la vente exceptionnelle d'un actif immobilier qui a amélioré les flux de trésorerie en 2010 et l'augmentation de nos besoins en fonds de roulement. L'évolution de notre besoin en fonds de roulement est particulièrement sensible au timing du paiement des redevances de licence, de rémunération du gérant et des intérêts, et aux mécanismes de report prévus par nos accords de financement, qui ont un impact sur le niveau des montants payés. En 2011, nous avons payé 25 millions d'euros de redevances de licence de plus qu'en 2010, qui a eu un effet négatif sur nos cash flows opérationnels. L'année prochaine, les flux de trésorerie de l'exercice 2012 bénéficieront des reports de paiement liés à l'exercice 2011. Sur la base des résultats de cette année, et en intégrant les 9 millions de redevances de licence que The Walt Disney Company a reportées pour permettre au groupe de respecter ses engagements bancaires, nous avons reporté 54 millions d'euros en dette subordonnée à long terme. Un report supplémentaire en dette du paiement de 5 millions d'intérêts se rapportant à la performance de cette année sera enregistré au cours du premier trimestre de l'année fiscale 2012. Cela signifie que ces montants ne seront pas payés en décembre comme ils auraient dû l'être. Le groupe dispose de ces mécanismes conditionnels de protection de la trésorerie de ses engagements financiers depuis 2005. Ils donnent au groupe une plus grande marge de manœuvre pour continuer à investir tout en respectant l'échéancier de remboursement de notre dette. Les flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement baissent de 7 millions pour atteindre 80 millions d'euros. Cette baisse est notamment liée aux investissements réalisés pour Toy Story Playland l'an dernier, en partie compensée par une hausse de nos investissements courants, qui reflète entre autres les initiatives visant à améliorer la qualité de l'expérience de nos visiteurs dont je vous ai déjà parlé. Étant donné que nous avons utilisé la totalité des 45 millions d'euros de reports conditionnels dont nous disposions cette année, notre budget d'investissement courant pour l'exercice fiscal 2012 passe de 5% environ de notre chiffre d'affaires à environ 3%. Cela représente une baisse de 28 millions d'euros par rapport à ce que nous avons investi au cours de l'exercice 2011. Nous avons déjà engagé des discussions avec nos prêteurs afin d'augmenter notre budget pour 2012. Nous vous tiendrons informés des conclusions de ces discussions lors de l'annonce de nos résultats du premier trimestre prochain. Enfin, les flux de trésorerie liés aux opérations de financement augmentent de 33 millions pour atteindre 123 millions d'euros, alors que nous continuons à rembourser notre dette selon son échéancier. Je voudrais aussi mettre en avant le fait qu'au cours de l'exercice fiscal 2012, nous rembourserons 153 millions d'euros de dettes comme le prévoit notre échéancier. Et maintenant, avant de donner la parole à Philippe, je voudrais revenir sur un élément que j'ai mentionné tout à l'heure. Nous continuons à gérer notre activité dans un contexte économique difficile, notamment depuis cet été. Nous avons pris cependant la décision cette année de maintenir les investissements prévus dans nos actifs visibles, ainsi que ceux liés à la qualité de l'expérience proposée à nos visiteurs.
Ils sont nécessaires pour préparer Disneyland Paris à fêter son 20e anniversaire et surtout pour notre croissance sur le long terme. Nous avons également remboursé 123 millions d'euros de dettes. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans le passé, mais nous menons une stratégie de développement sur le long terme et nous pensons que cette année a été cruciale pour orienter le groupe vers la croissance à long terme. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant la parole à Philippe pour conclure cette conférence téléphonique. Dans l'incertitude économique que nous connaissons, nous avons 2 points de satisfaction. Tout d'abord, notre attractivité commerciale qui reste forte malgré la crise, et puis notre stratégie qui, elle, reste pertinente. Je le rappelle, notre stratégie face à la crise a été de nous focaliser sur la flexibilité commerciale, l'enrichissement constant de l'expérience Disney pour nos visiteurs, et puis la qualité de service offerte par nos cast members. Nous restons mobilisés sur ces 3 piliers. Et dans l'incertitude économique actuelle, cette stratégie intègre à la fois des enjeux de court et de long terme. Pour faire face à la crise, nos leviers de flexibilité sont avant tout commerciaux. D'abord, comme notre public est européen, nous avons la possibilité de jouer sur l'ensemble de notre portefeuille de pays. Ensuite, dans chaque pays, nous sommes capables de nous adapter en permanence, que ce soit à travers notre politique de yield ou nos promotions ciblées. On voit d'ailleurs que les Européens ont plutôt bien répondu à la dernière offre mise sur le marché au mois de septembre. Par ailleurs, nous allons continuer à investir dans nos parcs à thème, nos hôtels et le Disney Village. Il s'agit là d'un choix stratégique pour le court et le long terme. Et cet effort va se poursuivre sur plusieurs années. Sur le court terme, cette hausse des dépenses est critique pour la réussite du 20e anniversaire de Disneyland Paris l'an prochain. C'est un investissement pour le long terme également, car nous savons que la qualité et la nouveauté sont une source majeure de satisfaction pour nos visiteurs. Les comportements des consommateurs changent, mais pas les fondamentaux comme le besoin de se retrouver pour des moments partagés en famille. Les Européens savent en venant à Disneyland qu'ils vont vivre une expérience comme nulle part ailleurs, et nous devons honorer cette marque de confiance. Particulièrement en période de crise économique, il est important de maintenir cet attachement et c'est ce que nous faisons. Nous allons continuer à miser sur la qualité de l'expérience que nous proposons. C'est ça la différence Disney, c'est ce qui nous rend uniques. Enfin, nous poursuivons nos efforts de formation, de reconnaissance et de recrutement de nos salariés. Attirer et garder les meilleurs talents est un défi qui se pose à toutes les grandes entreprises, mais également et en particulier celle du service et de l'accueil. Nos cast members sont la clé même de la qualité de l'expérience des visiteurs. Ils sont, dans notre stratégie, un atout pour le long terme et pas une variable d'ajustement à court terme. Malgré la crise, nous préservons ces fondamentaux. Nous continuons même à enrichir ces bases stratégiques solides qui se révèlent extrêmement efficaces pour produire de la croissance quand l'environnement économique le permet. Nous avons un modèle fort et regardons ce qu'il produit. Tout d'abord, opérationnellement, nous dégageons des marges positives et ce, depuis plusieurs années. Ceci nous permet d'attaquer notre dette selon les calendriers que nous nous sommes fixés. Je rappelle que nous avons remboursé 360 millions d'euros ces 4 dernières années et que nous rembourserons encore 325 millions d'euros d'ici la fin de l'exercice 2014. Enfin, il ne faut pas oublier que ce modèle nous a permis de finir l'année avec 360 millions d'euros de cash disponibles qui nous permet de financer notre croissance sereinement. Nous avons donc un modèle fort qui s'appuie sur des fondamentaux solides et nous avons les moyens de notre stratégie. Pour conclure, je terminerai sur une note de confiance. Notre performance confirme l'attractivité de la destination et la force de la marque Disney. Nous restons la première destination touristique européenne. Nous allons d'ailleurs dépasser d'ici quelques jours le seuil hautement symbolique du $250 million de visiteurs. C'est dire si l'Europe et la France ont largement ouvert les bras au parc à thème et en particulier Disneyland Paris. Dans les mois qui viennent, nous nous appuierons sur 2 événements importants. La saison de Noël, que nous venons de lancer le week-end dernier dans nos parcs et qui est une saison traditionnellement très attendue par nos visiteurs. Et puis en 2012, notre 20e anniversaire, qui sera une grande fête, à plus d'un titre, non seulement à travers
les nouveautés que nous préparons pour continuer à faire croître notre fréquentation, mais aussi parce que nous voulons célébrer à cette occasion 20 années de partenariat avec de nombreux acteurs, publics et privés, qui ont fait avec nous Disneyland Paris tel qu'il est aujourd'hui. Merci et nous allons maintenant répondre à vos questions. Merci Philippe. Nous allons maintenant commencer la session de questions-réponses. Oui, bonjour à tous. Alors j'ai quelques questions autour des résultats. La première, c'est au niveau de cette hausse des OPEX qu'on a pu voir cette année. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il s'agit d'une hausse en fait un peu spot en amont des célébrations du 20e anniversaire et qui devrait plutôt affecter donc encore peut-être le premier semestre 2012, mais moins au-delà, ou est-ce qu'il s'agit de quelque chose de plus structurel et est-ce qu'on doit s'orienter, enfin comprendre en tout cas que les OPEX seront à l'avenir un petit peu plus importantes que ce qu'elles n'étaient auparavant. Donc ça c'est la première question. La deuxième question c'est sur l'effet prix des chambres. Est-ce qu'on peut avoir une idée en fait de l'effet prix qui est directement imputable au phénomène de rénovation progressif du parc des chambres. Voilà. Et la troisième question, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez sur la saison de Noël. Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous donner une tendance sur la saison de Noël en termes de réservation, peut-être grâce au early booking qui marche un petit peu mieux cette année par rapport à l'année dernière. Merci. Bonjour Harold, je vais prendre la première partie de la question et puis après Greg et moi ferons des allers-retours sur les investissements, les OPEX et l'accélération qui a eu lieu cette année. Alors vous avez parlé effectivement, c'est bien ce que j'ai dit, il y a deux types de priorités. Il y a une priorité à court terme qui est la préparation du 20e anniversaire, donc effectivement je dirais qu'il y a une augmentation directement liée au 20e anniversaire qui, elle, va prendre fin à partir du mois d'avril puisqu'on aura lancé l'opération. Et puis après, il y a un travail plus sur le long terme qui est un plan qui va prendre, je dirais, encore 4 années ou 5 années de travail sur en particulier la qualité de l'endroit, de la place et particulièrement des hôtels. Pour une ordre d'idée, on a rénové entièrement la moitié de l'hôtel Sequoia Lodge l'an dernier, donc en 2011. La deuxième moitié, donc le travail sera terminé l'an prochain, sur 2012. On va commencer le travail sur l'hôtel Santa Fe et c'est un travail qui va continuer. Le ranch Davy Crockett on a remplacé une grande partie en fait des bungalows du ranch, 400 pratiquement sur 590 dans le ranch Davy Crockett au cours des 2 dernières années. Donc vous voyez qu'il y a un travail de court terme de préparation effectivement de la célébration liée au 20e anniversaire et puis il y a une continuité quand même sur l'effort qui est importante et qui elle va se continuer sur encore quelques années. D'ailleurs on voit des retours extrêmement intéressants dès le travail. Si vous regardez par exemple la satisfaction de nos visiteurs et d'ailleurs l'acceptation des augmentations de prix liées à cette satisfaction, le ranch Davy Crockett a sauté de près de 13% de taux de satisfaction lié justement à la rénovation de l'ensemble. Les prix également montent et les gens l'acceptent, le veulent. Donc on voit bien déjà une corrélation assez forte entre les investissements et le retour et donc on va continuer cet effort. Mais c'est un effort qui est aussi sur le long terme et qui est fondamental parce qu'il s'agit de renforcer ce lien qui est, je trouve, le lien le plus, j'en suis persuadé, le lien le plus important qui existe entre nous et les consommateurs, c'est la confiance. La confiance dans la marque, la confiance dans le service qu'ils vont trouver, la confiance dans l'expérience qu'ils vont partager ensemble. Et pour ça, ces investissements sont nécessaires. Yeah. Bonjour Harold. Let me also add to that. J'aimerais ajouter quelques mots à ce qui vient d'être dit, peut-être pour préciser les choses. À propos des charges, des dépenses qui sont liées à l'expérience des visiteurs, eh bien, vous pouvez considérer qu'elles s'élèvent à peu près à 50 millions d'euros. 15 millions d'euros, pardon. Nous continuerons naturellement l'année prochaine et au-delà, nous pourrions dire que 2 tiers de ces dépenses sont structurelles et 1 tiers de ces charges correspondent à la préparation du 20e anniversaire. Et également, nous investissons dans l'amélioration de la qualité visuelle de notre parc. Donc, un certain nombre de ces projets sont réalisés aujourd'hui, dont certains vont s'étaler sur plusieurs années. Par ailleurs, nous accélérons certaines améliorations à l'occasion de la préparation du 20e anniversaire. Cet été, par exemple, si vous venez au parc, vous pourrez voir qu'il y a beaucoup d'échafaudages.
Lorsque c'était le cas, par exemple, lorsque le château a été repeint, le château est un élément, est une icône du parc. Il est évident que nous ne voulons pas avoir des échafaudages au moment de la célébration du 20e anniversaire. Donc, nous allons accélérer un certain nombre de travaux, mais je crois que la proportion que j'indiquais est bonne. 2/3 de ces dépenses, de ces investissements, donc, sont structurels. Et nous continuons de prévoir effectivement une augmentation des dépenses par visiteur, dépenses dans les hôtels, dépenses sur le site, mais cette hausse, elle implique nécessairement une qualité. Pour ce qui concerne les nuitées, nous constatons que les chambres, les hôtels qui ont déjà fait l'objet d'une rénovation ont pu relever les prix des chambres et le taux de fréquentation est beaucoup plus important. Sur la saison de Noël, Harold, bon, on est encore un petit peu tôt là, mais ce que je veux dire, c'est que dans la continuité de ce qu'on a vu depuis le 4e trimestre, on a vu un peu plus d'attentisme de la part des consommateurs européens, donc un phénomène de late booking qui s'est manifesté depuis le mois de juin et qu'on continue à voir. Si on regarde juste en termes de tendance, le début et les réservations qu'on a pour l'instant liées à cette année fiscale 2012, on voit qu'on est un peu en dessous en termes de réservation pure, mais par contre que les taux, donc les prix, sont sensiblement supérieurs, et pour le premier et pour le deuxième trimestre. Après, pour Noël, il faut se rappeler qu'on est pour l'instant prudemment optimiste, sachant qu'on avait quand même beaucoup souffert l'an dernier au mois de décembre avec le temps, donc on part d'une situation 2011 qui avait été particulièrement difficile, si vous vous rappelez bien, avec des grandes difficultés d'accès à la propriété de la part de l'ensemble des pays européens. Donc on va rester optimiste. Je fais pas de prévision météorologique en ce moment, mais dans tous les cas, on a un potentiel ici de rebond assez fort. Donc on va voir comment ça se passe, mais voilà un petit peu où on en est pour l'instant. J'ai une question. J'aimerais savoir ce qu'implique les décisions de M. Fillon lundi dernier, notamment la fin de la loi Cellier, quel impact ça peut avoir sur votre projet Village Nature. D'accord. Alors, c'est un peu tôt pour moi pour pouvoir vous en répondre en détail, parce que vous comprenez bien que c'est arrivé il y a une journée et demie. En termes des mesures complètes, il y a l'impact donc lié à l'augmentation de la TVA de 5,5 à 7, et puis donc la suppression de la loi Cellier à partir de 2012. Donc on est en train de mesurer tous ces éléments aujourd'hui. On discute également avec d'autres partenaires. Je pense que pour l'instant, il n'y a pas une remise en cause réellement du projet. D'abord parce qu'on est confiant dans la qualité du business case sur Village Nature. Et puis ensuite, le socle lié au produit Village Nature, donc à la méthode de financement Village Nature, c'est le statut de loueur en meublé non professionnel qui a été depuis 40 ans utilisé comme étant la base de l'investissement. Cellier, vous vous rappelez, c'est un effet d'aubaine qui date de 2009. Donc il y a quand même une base d'activité et de succès de Pierre et Vacances qui est la base quand même de notre modèle de financement et de commercialisation, qui reste solide, qui reste présente. Donc il faut qu'on mesure les enjeux. C'est encore un petit peu trop tôt pour nous pour réellement le dire, mais voilà comment on réagit. Après, de façon, je dirais, plus générique, on a quand même conscience globalement de l'environnement économique et puis du besoin de solidarité nationale aujourd'hui par rapport aux enjeux plus globaux. Donc voilà, donc on est en train de mesurer tous ces impacts. Sachant que l'augmentation de la TVA, bon, elle est générique, elle est passée de 5,5 à 7 pour l'ensemble des activités qui bénéficiaient du taux préférentiel. Donc on va mesurer ça dans les jours qui viennent, mais on est encore en train d'évaluer. Alors sur la première promotion, on a lancé simplement une première série de promotions cette année, qui est la deuxième année où on fait ce programme de early booking, vous savez, qui correspond à notre travail sur donner plus de visibilité et faire en sorte que les gens se rendent compte que la meilleure façon de nous réserver, c'est maintenant. Et on est à des taux qui sont actuellement, donc en tous les cas en proposition, similaires à l'an dernier, mais par contre ce qu'on voit, c'est que du fait de notre flexibilité dans le type d'offre, je vais deux chiffres, les réservations qui sont faites aujourd'hui sur le premier trimestre arrivent avec un prix, donc un taux de réservation, un taux de booking, un prix en progression de près de 7% sur le premier trimestre et de près de 17% sur le deuxième trimestre. Donc on voit que pour l'instant, ça fonctionne à peu près au niveau des prix. Et comme j'avais dit tout à l'heure, les niveaux de remplissage ou de réservation en elles-mêmes, en volume, sont un petit peu inférieurs. Donc les deux se balancent. Et on va continuer à suivre ça de la même façon qu'on l'a fait jusqu'à présent dans les phénomènes de crise, c'est-à-dire de façon extrêmement proche sur chacun des marchés. Ce qu'on voit aussi, c'est une sorte de rééquilibrage de la performance. Je vais vous dire par exemple que les marchés comme la France sont des marchés qui répondent très bien aux offres pour l'instant. L'Italie est un petit peu compliquée, on l'avait déjà vu, il y avait un ralentissement de la performance de l'Italie au quatrième trimestre, complètement lié au contexte économique, social et politique, je dirais, dans ce pays. Donc on va continuer à suivre, mais par contre on a très bonne réaction de la France pour l'instant. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Questions-réponses et la présentation d'aujourd'hui sont maintenant terminées.
Merci à tous pour votre participation et bonne journée. Au revoir. Mesdames et messieurs, la conférence d'aujourd'hui est maintenant terminée. Nous vous rappelons que vous pourrez réécouter cette conférence à partir de ce soir sur notre site internet http://corporate.disneylandparis.fr sous la rubrique Relations investisseurs puis Publications.